Donc voilà, Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Ben voilà Julien, je t'ai un petit peu présenté. Et bien on peut, si tu le veux bien, commencer la conférence sur LMB7. Je te laisse la parole à peu près pendant 10 minutes. Très bien, merci. Bonjour donc, et bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir et un honneur d'ouvrir plutôt en quelques mots cette conférence sur LMB7. Quand en 2000, j'ai découvert et lu pour la première fois ces romans, j'étais jeune étudiant à la Sorbonne et je préparais une maîtrise d'histoire qui n'avait rien à voir avec notre sujet. J'étais alors à milieu d'imaginer que ça me conduirait jusqu'à vous aujourd'hui, un peu plus de 20 ans plus tard. Pour vous en dire un peu plus de cette époque-là, je travaillais au rayon Beaux-Arts de la librairie Joseph Gibert, au 26 du boulevard Saint-Michel, à Paris, pour payer mes études. J'avais 20 ans et il ne jurait que par Duras et le nouveau roman, comme si, à 20 ans, on ne pouvait pas faire autrement. Mon collègue s'appelait Nicolas Lacaze. Il était un peu plus âgé que moi, et donc moins obsédé par la toute-puissance durassienne. Et c'est lui qui, un jour, interrompit brutalement l'une de nos nombreuses conversations sur la littérature en me demandant « LMB7, tu connais ?» Avant d'ajouter, un peu rieur et tapageur, Duras lui a tout piqué. LMB7, je n'en avais jamais entendu parler. Et ce seul argument de Nicolas, proche du scandale, a suffi pour que je décide d'en savoir plus sur cette mystérieuse romancière. En 2000, on trouvait la librairie Compagnie, rue des Écoles, juste en face de chez Gibert, quelques-uns de ses romans édités chez Gallimard, dans la collection blanche, vendus neufs, mais à un prix dérisoire. C'était encore des francs, mais de l'ordre de 4-5 euros aujourd'hui. Et c'était donc que l'éditeur n'y accordait pas plus de valeur que ça. J'en achetai un. Et mon premier B7 fut N'avez-vous pas froid ? Pour soigner la mise en scène, je me dirigeais vers le jardin du Luxembourg, situé à quelques minutes de là, pour en commencer la lecture. Retour à Duras. Lui, tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. Elle, j'ai tout vu. Tout. En lisant les premières pages de N'avez-vous pas froid, cet après-midi de septembre de l'an 2000, c'est à l'incipit d'Hiroshima mon amour que j'ai pensé immédiatement. Le détournant, le réajustement à l'émotion ressentie, assis sur un banc du jardin du Luxembourg. Tu n'as rien lu, finalement, que disais-je. Rien. Et progressant dans la lecture de ces pages inédites, qui me faisaient découvrir le génie d'une nouvelle langue, rien que ça, je me répondais, fort des mots nouveaux qui frappaient dans ma tête et comme conscient de ce qui était en train de changer en moi mentalement, j'ai tout lu maintenant que je connais LMB7. Tout. Alors je ne reviendrai pas sur la puissance poétique de l'écriture des LMB7. Cette conférence l'abordera d'une très belle façon. Je ne dirai rien de cette langue si particulière, si proche des secrets que porte en eux-mêmes chaque lecteur. Ça prendrait trop de temps. Ce soir, ce sur quoi je veux insister avec vous, c'est sur l'incroyable nouveauté de cette écriture qui provoque l'immédiate nécessité de parcourir le monde, la vie chargée de cette façon si singulière d'observer l'univers. Parce qu'LMB7, elle, justement,
a tout vu. Et ce qu'elle a regardé, elle nous le montre d'un œil neuf. Et ce n'est pas un monde nouveau. Enfin si, c'est un monde nouveau. Ce n'est pas un nouveau monde, mais c'est un monde nouveau. Et ce n'est pas un nouveau roman, c'est un roman nouveau. Elle voit tous les détails, toutes les nuances, toutes les failles et toutes les fêlures. Et je ne crains pas de dire avec un peu d'emphase, comme Rimbaud avant elle, qu'Hélène Bessette est une voyante. Raymond Queneau ne s'y est pas trompé, lui qui s'est justement exclamé en découvrant le manuscrit qu'elle lui avait envoyé, « Enfin du nouveau ». Et ça, c'était en 1952. C'est ce qui l'a conduit à publier cette toute petite institutrice qui venait juste de rentrer de Nouméa, où elle avait passé 3 ans, de 1946 à 1949. Et lui, Queneau, passera 20 ans de sa vie, jusqu'en 1973, à publier 13 romans et une pièce de théâtre, n'ayant de cesse de convaincre ses amis écrivains. Jean Paulhan, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, André Malraux, à défaut de convertir une majorité de lecteurs. Car durant toutes ces années, Hélène Bessette n'est restée qu'une écrivain pour écrivain. C'est comme ça qu'on la qualifiait, et son drame a été de n'avoir pas été lue. Bref, comme l'a dit André Malraux, d'avoir été un écrivain maudit. Dans les années 2000, rares étaient encore les lecteurs d'Hélène Bessette. Ils s'appelaient Nicolas Lacaze, Claude Royer-Journoux, Céline Minard, Noël Renaud, Marianne Guérin, Laure Limongi. Je me suis donc improvisé chercheur, puis biographe, pour rendre justice à une œuvre qui était alors ensevelie dans l'oubli et la quasi-indifférence. J'ai suivi sa trace à peu près partout, et ses 2 fils, Éric et Patrick Brabant, m'ont beaucoup aidé pour retracer son itinéraire. J'ai sillonné la Sarthe, puis l'Orne. J'ai voulu percer les mystères qui l'ont conduite à Utrecht, à Londres, à Nice ou à Saint-Victor-la-Coste. J'ai retranscrit des heures durant ces entretiens radiophoniques conservés à la Maison de la Radio à Paris. J'ai passé des nuits à l'IMEC, à Caen, des journées entières à la bibliothèque François Mitterrand, envoyé des lettres aux États-Unis, arpenté tout ce que la France métropolitaine compte de librairies. J'ai couru les archives départementales d'Eure-et-Loir à Chartres. J'ai exploré les greniers du Centre national du livre. J'ai fait le siège des jours entiers chez Gallimard pour recopier son incroyable dossier de presse et de correspondance. Et j'ai posé à tous cette même question. Hélène Bessette, vous connaissez? Tout ça dans l'unique but de lui redonner une place dans l'histoire de la littérature française. Alors aujourd'hui, Hélène Bessette sort de l'oubli. Ses romans sont republiés chez Othello grâce à Benoît Viraud et coûtent enfin le prix que doit coûter un livre qui a de la valeur. Son œuvre est étudiée à l'université, comme à Cerisy, et je remercie pour cela Cédric Julion et Claudine Huneau. Elle est jouée au théâtre, traduite en plusieurs langues, par Sylvie Marzocchi, par exemple, pour l'italien. Mais il restait un blanc, un grand blanc, dans la vie d'Hélène Bessette. Un blanc qu'Anne Guillan a déjà commencé à remplir et qui concerne les 3 années qu'elle a passées en Nouvelle-Calédonie. Alors je vous disais
tout à l'heure mon plaisir et en fait ma grande émotion d'être avec vous aujourd'hui. Et là, j'en profite pour remercier chaleureusement Thierry Charton et pour louer sa formidable ténacité. Et si je suis si ému, c'est que je n'ai encore presque rien vu d'Hélène Bessette à Nouméa. Puissiez-vous enfin tout me montrer. Merci. Merci beaucoup, Julien. La salle s'applaudit. Je voulais aussi, avant de commencer la conférence, te remercier pour ta grande gentillesse, le fait que tu m'aies envoyé la biographie que tu as consacrée à Hélène Bessette, et le fait aussi que nous ayons aujourd'hui, je crois, une amitié et une correspondance assez suivie. Donc je voulais te remercier aussi pour toute ta gentillesse. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, Julien, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Je vous souhaite une très belle conférence. Eh bien, oui, je pense qu'on peut se la souhaiter, oui. Alors après, Tu vois là un peu? Je vois, oui. Ouais, ça ne voit plus maintenant. Bon, à bientôt. À bientôt, merci. Julien. À bientôt. Merci de t'être levé si tôt. Avec plaisir. Alors, la finalité aussi de cette conférence et surtout de ce travail collectif sur Hélène Bessette, c'est de rattacher Hélène Bessette à la littérature de la Nouvelle-Calédonie. Voilà pourquoi on a œuvré à ce travail, parce que tout commence ici, avec ce livre, mais avec aussi 3 autres livres. Voilà, c'est un peu la volonté qu'on a eue de réinscrire Hélène Bessette dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. J'attaque. Je me mets les lunettes. Hélène Bessette, 1918-2000. 13 romans publiés chez Gallimard et une pièce de théâtre, comme l'a dit Julien. Hélène a obtenu le prix Caz de la Brasserie Lippe en 1954 pour Lily pleure. Elle a été sur la liste du Goncourt pour un autre livre, La Tour, qui vient d'être réédité. Elle a au total écrit 48 romans, publiés ou inédits, et cela constitue son œuvre complète. Elle avait 3 cantines qui renfermaient ses livres, des classiques, des contemporains, de la poésie, du théâtre, des romans, des essais, des correspondances anthologiques, de la littérature étrangère pour plus de la moitié d'entre eux, lus dans leur version originale. On pense à l'errance de Friedrich Nietzsche, qui lui-même trimbalait une cantine de 130 kilos de livres, de notes, de manuscrits. 5 cahiers constituent son catalogue de bibliothèque. 500 ouvrages répertoriés. Une véritable bibliothèque ambulante qui la suit partout dans ses déplacements, en France autant qu'à l'étranger. Des ouvrages de philosophie, de religion, de politique, de beaux-arts, dont un volume de peinture d'Édouard Pignon, auquel elle tient particulièrement. Toutes ces lectures commençaient seules en 1934, enfermées à double tour dans la bibliothèque de l'école normale dont elle avait la charge quand elle devient institutrice. En 1973, elle s'initie à la programmation sur ordinateur et à la musique électronique, se rend dans un studio de sonologie pour travailler sur un projet de théâtre total et cinétique. C'est ce qu'elle dit. Son idée, c'est de relier en un tout homogène toutes les formes artistiques, chercher à introduire dans l'écriture théâtrale des notions d'électricité, d'électronique, en 1973, générateurs, télévision, laser, appareils de toutes sortes, de machinerie pour les décors et les lumières, de sculpture, de musique, d'architecture, de programmation, voire de mathématiques. Un jour, sa mère trouve son journal dans une valise
Elle s'inquiète. Alertée par le ton cynique, violent et déjà persécutée de certaines pages, elle la conduit chez un médecin, rue de Vaugirard, pour s'assurer de la santé mentale de sa fille. Déconcerté lui aussi, il lui conseille de ne pas écrire de roman. Notons encore, de l'aveu de Hélène, jalousie des autres jeunes filles, rivalité, sévérité des professeurs et de la directrice qui l'accuse à plusieurs reprises d'avoir violé le règlement. Alors, passage en conseil de discipline. Tout cela est consigné dans les pages de ce journal, où s'abat son jugement sur la cohorte des femmes de l'internat au point de ne plus dissimuler, sinon sa folie, du moins son étrangeté. Hélène Bessette abandonne le roman, cesse le journal et continue d'écrire des poèmes. Bessette, elle n'écrit pas. Ça s'écrit en elle. C'est un art total, sans manigance, dès le départ, dans sa tête, dans les limbes de sa folie, le dire d'emblée, l'affirmer, sa folie, sa psychose, pour de vrai, ne rien escamoter, sa paranoïa, son syndrome de persécution. Mais Hélène fut bel et bien persécutée, car rien n'est faux chez Bessette. La cause de son anormalité, c'est aussi la méchanceté des autres, même ceux qui l'ont soutenu, sauvé, publié. Queneau, qui commence par « Enfin du nouveau », 1952, et finit par « Il faut cesser d'écrire ». Puis, une fois installée en Angleterre, Bessette envoie à Claude Gallimard une lettre dans laquelle elle écrit « J'ai besoin que l'on soit gentil avec moi ». Une confession déchirante, je trouve, dont on trouve l'écho chez Vincent van Gogh dans ses lettres à son frère Théo. J'en suis arrivé au point qu'il me faudrait du crédit, de la confiance et de l'affection. Mais voilà, on n'a pas confiance en moi. Une vie à supporter la médiocrité, la mesquinerie, la méchanceté. On reparlera des gens de Nouméa, les pasteurs, les fidèles, la bourgeoisie locale, les rumeurs, les ragots. Elle qui ne lâche rien, ne badine pas avec le mysticisme, les impératifs catégoriques de la vie religieuse, ce Dieu des hommes qu'elle délaisse quand elle quitte Nouméa en 1949, je vous rappelle, elle était la femme du pasteur Brabant, ce Dieu trop humain, car Bessette, et c'est ça aussi sa grande affaire, s'immisce dans les cerveaux. Elle connaît parfaitement les sentiers balisés qui y conduisent. La cervelle, à nous autres, c'est du pré-mâché, tissu 100% social, 100% dégriffé, sans anémier, ressassé par un cœur-machine reconditionné. C'est ce qu'on trouvait devant la porte d'Hélène Bessette, quand elle vivait toute seule et qu'elle était publiée. Voilà, elle disait qu'elle était romancière, Gallimard, et prière de ne pas diffamer, parce qu'on l'avait effectivement diffamée pour un ouvrage, on en reparlera plus tard. Donc, pour Bessette, à mon avis, c'est vraiment du génie. Elle n'est pas à sa place, elle est étrangère, étrangeté de caractère. Voilà ce qu'on lit d'ailleurs dans la grande balade. J'ai une femme très difficile, de caractère, rien ne lui plaît, rien ne lui va, elle n'est jamais contente. Ma femme, ma soi-disant femme, fin de la parenthèse, qui se vrille sans cesse au contact des modalités sociales, des rapports de pouvoir, des esprits cadenassés, toutes ces prérogatives familiales, institutionnelles, pour s'oublier soi-même, un pur divertissement à la Pascal. Voilà ce que disait Pascal dans Les Pensées. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Toute une humanité, donc, fabriquée, à l'intérieur de laquelle les hommes tournent comme des animaux en cage et finissent par la prendre en grippe, Bessette, lui faire du mal, jusqu'à la fin de sa vie, pour bien finir folle, car elle a fini folle, à se demander encore toujours, et c'est son fils qui me l'a confessé,
ce qu'il faut faire pour mener une vie authentiquement chrétienne, à la fin de sa vie quand elle est folle. Donc Bessette, ça produit comme ça respire, ça travaille, ça lit, ça se cultive, ça s'humanise, à la Rabelais, de Platon à Gertrude Stein, une guerre du style aussi, à la Céline. La guerre, c'est de rendre les autres illisibles, disait Céline. Alors, en 1959, elle crée le gang du roman poétique. Je cite Hélène Bessette. Halte là, murs enfoncés, portes ouvertes. Les libraires ne sont pas les plus forts, sans compte en banque, sans famille, sans amis, alliés et sans connaissance, sans politique, sans souvenir de guerre, ni amour, ni argent, en marge du temps, quand même. Ça, vous pourrez peut-être lire en même temps que cette très très belle phrase de Céline à la fin qui dit « On travaille si bien dans un atelier, mais c'est dehors qu'on se mouille. » Ainsi du cœur, et c'est le cœur le style. Ça me rappelle un peu le style de Bessette. Bessette, donc le style, son style, le rythme de sa puissance littéraire, toute sa partition, tous les mots, toutes les notes de sa musique à elle, ce qu'elle entend dans sa tête, ce qu'elle entend dans les arbres, le silence sur le pont d'un navire, la mer qui hurle sous l'océan, même le dedans d'une nature vibrante, du pareil au même avec la nature des hommes qu'elle ausculte directement, le lecteur qu'elle touche, non pas au cœur, mais au lobe frontal, donc siège des activités complexes, organe de la civilisation, ce lieu de la société où se planifie non seulement l'action, mais encore la haine, le calcul et le mensonge. Bessette n'est pas une sentimentaliste. Elle ne croit pas aux illusions de la subjectivité, aux artifices littéraires. Son mode de narration est à l'opposé du jeu, ce substrat que la littérature a placé souvent comme personne, centre d'action d'une narration codifiée, planifiée, prévisible, mais si souvent inadaptée pour saisir la vie grouillante, impalpable, inconsciente, qui se trame dans le cerveau de l'écrivaine au moment même où elle écrit. Car Bessette est en prise directe avec les soubresauts de son cerveau, de sa mémoire, de ses yeux, de ses oreilles, de son corps, toute la multiplicité des formes d'un anti-jeu. Voilà ce que dit Hélène Bessette, tout est tiré de la Grande Balade. Le personnage est une manière de personnage. Cette manière de personnage, il faut l'entendre, comme Spinoza dans l'Éthique, comprend le mode comme expression seconde des attributs, la pensée et l'étendue, qui expriment la substance, Dieu. Ces modes qui sont notre expression particulière, notre nature particulière, adéquate quand ils augmentent notre liberté, le savoir, la quête philosophique, la méditation, pourquoi pas l'écriture, et inadéquate quand elles nous conduisent à la servitude, les honneurs, les plaisirs, l'opinion, la méchanceté, la passion. Mais le personnage chez Bessette, c'est tout sauf un Dieu omniscient. Et elle, Bessette, l'écrivaine, décline nos modes. Elle s'arroge le droit d'être en même temps un Dieu créateur, c'est son côté, elle disait, sentiment de supériorité, parce que Bessette pensait qu'elle avait un très très grand talent, et c'est vrai, et donc elle ne comprenait pas pourquoi personne n'achetait ses livres. Souffrant elle-même cet écartèlement ontologique d'un Dieu, fait homme, comme si toutes les existences relevaient d'une structure en poupée russe, où chacune en cachait une autre, à l'infini, sans qu'aucune d'ailleurs n'ait sur les autres une prédominance narrative. Je cite ici Hélène Bessette, le personnage prétexte. Le personnage a un nom, aimé par exemple, ou ennemi, ou aimé. En réalité, un roman sans personnage. Le héros et l'étrange. Personnage nouveau, muet. Enfin, un personnage muet. Bessette, c'est donc une œuvre aux mille identiques. C'est la phrase de Bessette. Aux mille visages, aux mille possibilités d'existence,
à l'intérieur même du roman et dans la vie, voilà ce qu'elle nous dit, il suffit de si peu de choses pour placer autrement les pièces du jeu, dans un roman comme dans la vie. C'est un roman baroque, une harmonie contrapuntique où des lignes mélodiques se superposent sans cesse et recomposent sans cesse le paysage-personnage. Ces blocs de signifiants que Bessette aime articuler binairement, comme la rencontre de deux continents, par exemple de deux plaques australiennes antarctiques qui formeront la chaîne de montagnes des Ayers Rock, Uluru. Voilà ce que dit Bessette. Tropique brasier, continent nature, paysage force, passion élément, continent eau, paysage bonheur, paysage amour, beauté nuit, sommeil musique, monastère nature. Toutes ces dérives continentales, toute cette valse de sensations, de mots blocs accolés les uns aux autres pour créer des vues globales, syncrétiques, massives, puisque tout est sujet à la vue et à la contre-vue. La réalité n'est réelle que dans le dénudé, le déshabillage. Derrière le paysage, dit Hélène Bessette, l'arrière-pays, l'arrière-monde, dit Bessette, dans l'ardente poésie du paysage déroulé. La pierre donc déroulée sur le coquillage, la mer sur la ligne d'horizon, le ciel sur le soleil, la nuit sur le rêve. Et le style de Bessette, dans l'enroulement des pierres, des coquillages, de la mer, de l'horizon, du ciel, du soleil, du rêve, de l'étrange, c'est toute une, dit Bessette, une manière de monde, en anamorphose perpétuelle. Le bleu du ciel est d'une série noire que vous méconnaissez, dit-elle. Tous les mots doivent se déplier sur d'autres mots pour révéler ainsi leur éclat secret, inattendu, étrange. Les mots à saute-mouton eux-mêmes sur les choses, et les choses sur les couleurs, et les couleurs sur les espaces, et les espaces sur les horizons. Voilà ce que dit Hélène Bessette, une suite de mots comme une suite de jours, comme une suite de gammes. Le style de Bessette, c'est aussi cette recherche effrénée, obsédante, du présent continu dans la masse discontinue des événements dans le temps. Les sensations, les affects, les humeurs, les mémoires qui changent. Cette masse qui est reconstruite artificiellement par le langage, par son caractère logique, conventionnel, fixant la réalité pour empiriquement la manipuler, comme on opère sur un mécanisme, réduisant le temps lui-même à une pauvre succession mathématique, redondante et à l'intérieur de laquelle nous saisissons le flux de notre conscience, comme une durée matérielle, où nous arrêtons les états transitifs à un point mathématique sans épaisseur. Donc, la phrase de Bessette arrête en plein vol ce qui échappe à toute fixation, car entre-temps, l'objet a fui. La sensation est partie s'installer ailleurs. Ce que William James, dans son livre Précis de psychologie, c'est passionnant, que lit avec avidité Gertrude Stein, elle-même abondamment lue par Bessette, décrit « Quand nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur le merveilleux courant de notre conscience, ce qui frappe d'abord, c'est une succession d'allures différentes. Il semble que la conscience, tel un oiseau, vole et se perche tour à tour. Donc toute la difficulté est de saisir ces états transitifs, l'intégralité du phénomène monde, du phénomène soi dans le monde et à l'intérieur des états du soi. Le style de Bessette, c'est donc ça, cette quête impossible, saisir l'inarrêtable en délestant la phrase elle-même du verbe, de l'adjectif, du complément, de la subordonnée. Une phrase enfant, enfantine, nuageuse, où les espaces infinis entre les mots révèlent paradoxalement tous les états intérieurs de celui qui les exprime. Exemple tiré de la Grande Balade,
cette construction assez surprenante, brûlante, chaude, chaleur, chatoiement, chatoyant, avec, vous voyez, les lettres majuscules, vapeur, sur une eau bleue, non déformée, lent bateau avance, fusion déchirée, torride en pièces, et reformée derrière, sillage court, égalisé à l'instant, dans le bleu, miroir indéformable, bleu éternel. S'il faut chercher l'éternité, elle est ici, dans le bleu des eaux indéformées. B7, voilà la carte d'identité d'Hélène B7 quand elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'elle doit être de 47, toute petite, 1,50 m. Donc, le style, une nouvelle fois dans La Grande Balade, 7e roman publié chez Gallimard en 1961, époque où elle est institutrice à Saint-Georges-sur-Eure, très inquiète pour la vie de son fils, le premier, Éric, qui est né en 1941, parti faire la guerre en Algérie. Période d'intense activité littéraire pour elle. Mais ce livre échec, La Grande Balade, et livre qui s'est vendu à 113 exemplaires. Je cite ici la biographie de Julien Doucineau. Malgré des livres traduits en anglais, en allemand ou en italien, les ventes n'ont dépassé les 500 exemplaires que pour 4 de ses romans, atteignant la barrière symbolique mais insuffisante des 1000 exemplaires pour Lily pleure, donc le premier, où elle reçoit le prix Caz, et Les Petites Lizardes. Donc, si on fait le calcul, sur 13 romans, le tirage moyen s'élève à 2646 exemplaires, ce qui veut dire qu'elle a vendu 203 livres en moyenne. Largement en dessous des ventes, donc, et bien faible quand on pense que dès 1930, Bernard Grasset déclare ouvert l'ère des 100 000 livres vendus. Donc, ce livre, La Grande Balade, c'est un livre poème. C'est un livre des poèmes. Ces poèmes sont finalement en forme de petits livres qui racontent son départ de Marseille en 1946 et son séjour en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1949, date à laquelle elle divorce de son mari pasteur, René Brabant, que Madame Lec a bien connu, que Monsieur Martin a bien connu. Donc, ce style déroutant, contraire aux narrations classiques. D'abord, ce voyage en bateau, qu'elle nomme paysage haut. Un voyage qui raconte l'incapacité du voyageur à saisir la nouveauté d'une sensation, comme si ce serait celle de décrire, telle qu'elle, une chute dans le vide, un saut à l'élastique, attendu que cette chute ne possède aucune comparaison possible. Cette chute inaugurale, on pense à celle de la Bible, mais on ne trouve pas d'ailleurs dans le texte biblique le mot chute, ça n'existe pas, ne relève d'aucune forme de langage connu, d'aucune description possible, d'aucun mot référent. Une chute expérimentée en deçà de tout signifié. Une chute originelle, primitive, telle que la Bible elle-même ne compte pas. Adam et Ève muets lors de leur grande dégringolade. Aucun récit physique de cette chute, aucun corps de la chute. Une chute ignorante, une chute muette, une chute mémorisée quelque part dans l'inconscient du corps, dans un mode de mon corps. Une chute aveugle, une boîte noire au cœur d'Adam et Ève. Une chute métaphore. Pour un langage transhumaniste, pour une langue augmentée. Voilà la grande difficulté de B7. Ne pas rehausser la langue comme on augmente sa taille artificiellement grâce à l'ajout de talonnettes à ses chaussures. Ça, c'est à la maison paroissiale avec son mari, le pasteur Brabant, et Éric, qui est dans les bras... Patrick, qu'on va voir tout à l'heure, qui est dans les bras de son papa, et Éric, juste à côté, avec Hélène B7. Et tout à l'heure, on verra un film où ce plan-là, on le retrouve aujourd'hui. Dans La Grande Balade,
Madame Brabant, Madame Bessette, elle se nomme juvénile voyageuse, partie sans rien savoir. Et c'est le problème de toute langue confrontée à l'inconnu, et dont les seuls outils linguistiques sont connus, dissibles pour tous, socialement acceptés, moralement acceptés. Une exploration de l'étrange, puisque son livre commence sur la figure de l'étrange, que le voyageur expérimente dans le mutisme structurel de sa propre langue. Le voyageur muet, vous vous souvenez, le personnage muet, sous l'effet anesthésiant d'une langue inopérante. Le voyage même d'Adam et Ève, chutant du paradis, descente innommable, comme toute description de l'originel. Par exemple, les émotions prénatales, la première musique entendue dans le ventre de sa mère, notre propre naissance, nos premières sensations du monde extérieur, puis, tout au bout de la vie, l'agonie, en deçà de toute conscience, la mort au moment où l'on meurt, l'instant de sa mort, le dernier souffle, l'ultime souffle, l'ultime présence corporelle au monde. Tout cet originel-là, nous n'avons pas les mots pour le dire, nous n'en avons même plus l'expérience. C'est ce que Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, paru en 1955, et j'ai demandé à Patrick Brabant si sa maman avait lu Triste Tropique, et il n'en sait rien, mais c'est ce qu'il dit, Lévi-Strauss. Et il le dit dans une langue, lui, très classique, à l'opposé de celle de Bessette, mais qui parachève toute signification expressive dans les bornes d'une syntaxe sécularisée, sur le même modèle, car il faut comprendre qu'une langue est l'expression d'une puissance politique, d'une puissance symbolique, d'une puissance expansive. Comme le lime romain, qui délimitait géographiquement l'empire. Donc, toute syntaxe est en elle-même l'expression d'un empire au-delà duquel d'autres langues ou d'autres peuples sont discriminés. Les barbares, les étrangers, les sauvages, les enfants et bien évidemment les poètes. Je lis ici Claude Lévi-Strauss, qui parle de la même chose mais dans une autre langue, bien évidemment. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. C'est pour dire que Hélène Bessette aussi décrit son voyage en mer, mais c'est plus du tout la même chose. Même s'ils racontent la même chose et qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés d'écriture. Les parfums des tropiques et la fraîcheur des êtres sont viciés par une fermentation au relent suspect qui mortifie nos désirs et nous voue à accueillir des souvenirs à demi corrompus. Ce que d'abord vous nous montrez, voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Je continue. Alors, insidieusement, l'illusion commence à tisser ses pièges. Je voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, quand s'offrait, dans toute sa splendeur, un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. Une langue, donc, et c'est l'expérience que fait Bessette de sa propre langue, est inappropriée, ou surpuissante, dominante. C'est une vision historiquement déterminée, une mémoire sécularisée, incapable de s'oublier elle-même, une empreinte civilisationnelle qui devance chacun de nos pas sur cette terre nouvelle, la Nouvelle-Calédonie, et corrompt donc toute trace de la nouveauté radicale, car renouvelant notre position culturelle dominante, circulaire, absolue, cette position de la puissance à laquelle Bessette, dans la Grande Balade, veut échapper sur le pont du navire, dès que les amarres avec le continent Europe sont coupées. Voilà ce qu'elle dit. C'est Hélène Bessette qu'on voit au milieu, dans son petit costume blanc. Et je me demande si c'est pas une photo quand elle est arrivée, parce que sur le bateau, une des dames lui avait fait une petite robe. Elle n'avait pas grand-chose. Voilà ce qu'elle dit. Ne pas expliquer, ne pas comprendre, être inférieur. Inférieur au continent nature. Moi, dit l'homme du voyage,
je me résigne. Je ne domine pas ce qui me dépasse. Le dépassement est occidental. Et quand on lit ces phrases de la Grande Balade, on ne peut pas ne pas penser à la parole de Simone Weil, cette grande philosophe que Bessette a lu et que Bessette admire, et qui disait « Ne pas exercer tout le pouvoir dont on dispose, c'est supposer le vide. Cela est contraire à toutes les lois de la nature. La grâce seule le peut. » C'est dans son livre La pesanteur et la grâce. Il y a donc, sans contexte, chez Bessette, une énergie qui la pousse intérieurement vers la grâce aussi, avec son type d'écriture. Cette grâce dont Simone Weil dit la loi du mouvement descendant. Ça va? Je ne vous plombe pas trop. Pour nous, alors voilà, l'Évangélique Sud, c'est un organe de l'Église protestante qui permet de relayer le message évangélique. Ces numéros, il y en a eu 16 qu'Hélène Bessette écrivait. Elle écrivait, et c'est là aussi, je vous dirai plus tard, qu'elle a publié donc son premier livre, En Marie des oubliés, sous forme de feuilleton. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc pour nous, Calédoniens, La Grande Balade, le plus beau livre que j'ai jamais lu sur la Nouvelle-Calédonie. Un jour, c'est Cathy Manet qui m'a dit « Tiens, prends ça, lis-le ». Je suis rentré chez moi et j'ai été pris une grande émotion. Donc le plus beau livre que j'ai jamais lu sur la Nouvelle-Calédonie, c'est l'anti-livre ethnographique. Ça a été écrit, vous le verrez, en 1950 et retravaillé en 60. Donc on est en Calédonie dans les années 50. Rappelez-vous la littérature de la Calédonie en 1950. C'est l'anti-livre ethnographique, l'anti-livre colonial, l'anti-littérature calédonienne. Dans la mesure où, dès 1960, après avoir séjourné ici de 1946 à 1949, créant Évangélique Sud, dans lequel, croyant mystiquement à sa mission protestante, publiant dans ses colonnes son tout premier livre, Marie des oublis, sous forme de feuilleton, première tentative littéraire que la bourgeoisie locale juge avec condescendance. On a retrouvé, donc c'est vrai, dans Ismet, Kurtovic et Christophe Nervieux et Léonidas, Moïse Léonidas ont vraiment travaillé à la suite d'Anne Billan pour retrouver finalement dans le fond les nartes et les lettres qui concernaient cette aventure calédonienne. Et voilà ce que disait la bourgeoisie locale, lisant dans l'Évangélique Sud ce fameux Marie des oublis, récit inédit par Hélène Bessette. On reproche à Madame Brabant, Hélène Bessette, de ne pas s'intéresser à la jeunesse. Et c'est vrai, on trouve son roman dans Évangélique Sud idiot. Et malgré les efforts de plusieurs, on n'arrive pas à avancer avec elle. Nous faisons de notre mieux pour faciliter les choses, mais un peu de psychologie quand on nomme les pasteurs ne serait pas de trop. Voilà comment on traitait un peu Madame Bessette, Madame Brabant. Donc Bessette, elle invente une langue nouvelle, sa propre langue, sa poésie à elle, sa musique à elle, son mécano à elle, pour approcher cette île sauvage. Je vous rappelle que la définition latine de sauvage, solivagus, ça veut dire qui erre en solitaire. C'est-à-dire à l'extérieur de nos représentations occidentales, de notre pensée géographique, de notre système de valeurs, à l'extérieur de nos limes romains. Là pourquoi on peut parler d'écriture sauvage pour Hélène Bessette. Donc une écriture sauvage pour approcher les hommes de cette île, leur parler presque à partir de leur langue. Pour Hélène, faire l'expérience de leur idiome pour décrire ces hommes nouveaux sur cette terre nouvelle, élever la langue des dominés, et je pense ici à la relation forte qu'elle a eue avec le peuple mélanésien et notamment le Visa. Donc élever la langue des dominés au rang d'une langue poétique à part entière, la langue de ceux qui ne savent pas parler le français, pas écrire, ceux dont on refuse le droit à la parole. Eux parlaient petit nègre, toi parlais pas français. Ces hommes, ces femmes, ces enfants tutoyés
rabaissés dans leur ignorance de la langue française, et Bessette qui écrit « jamais lassé, jamais rassasié, jamais fini ». Ce « jamais » que nous mettons, nous, à la fin des phrases, là, c'est tout au début pour Bessette. C'est-à-dire annihiler une certaine structure syntaxique, ce « jamais pas à sa place », nous rappelant ce slogan très célèbre en Nouvelle-Calédonie, vous vous souvenez, hein, « jamais fini cassé », dit par un Javanais en référence au slogan publicitaire pour un chauffe-eau solaire dans les années 90. Vous voyez, on est exactement dans ce que je venais de dire. Elle utilise, à mon avis, les phrases de ceux qui ne parlent pas la langue française, mais elle le rehausse en langue poétique. Donc, dans la grande balade, respecter les hommes, les femmes, les enfants, dans la simplicité de leur propre langue poétique. Donc comprendre encore que ces formes de langage, jugées par la langue française académique de maladroite, anormale, déviante, pour Bessette, elles expriment une âme, une sensibilité. Donc, Bessette est celle qui réapprend à écrire avec ceux qui ne savent pas bien parler, avec ceux qui ne savent pas bien écrire, avec ceux qui ne savent pas écrire du tout. Pour elle, poétesse, savoir accepter de reprendre tout à zéro sur cette terre kilomètre zéro. Voilà pourquoi tout commence ici pour Bessette. C'est ce que dit aussi Maurice Merleau-Ponty, philosophe, qui a cette phrase merveilleuse, qui doit, à mon avis, quand nous sommes écrivains, nous tarauder, nous interpeller. L'expérience que représente la littérature, car devenir écrivain, c'est apprendre un langage personnel. C'est créer une langue et un public à soi. C'est donc recommencer à un niveau supérieur la création du langage. C'est exactement ce qu'a fait Bessette. Ce 0 degré d'écriture à Bessette. Saisir le degré 0 de l'irréel, du rêve, de l'étrange, du monstrueux en paysage, du paysage alchimique. Voilà ce que dit Hélène Bessette. Or en fusion, sable en fusion, métal en coulée. Écrire avec l'or en fusion. Donc, dans le creuset de la Nouvelle-Calédonie. Donc, une langue personnelle. Le style alchimique d'Hélène Bessette. Irréductible à notre culture, à nos codes, à notre histoire. Toutes les photos ont été prises au DEFAP à Paris. Donc, cette écriture tout à fait nouvelle, pour faire quoi? Eh bien, pour saisir, c'est ce qu'elle dit, des beautés sans artifice, non fabriquées, qui n'ont pas besoin d'artifice de fabrication, des bontés non truquées, non gouvernées, des savoirs non dictés, non mémorisés, des humanités dépouillées. Une langue qui reprend presque tout depuis le début, inverse les autorités chronologiques. Ce que dit encore une fois Bessette, le personnage d'Émilie se trouve après le mot fin, ou plutôt le mot fin se place à la première page du roman. C'était une fin. Nouvel ordre d'idées. Le personnage ne commande pas, il subit. Situation retournée. Bessette, donc, transformant le dominant occidental, qui exerce sa puissance technologique sur la nature, ce dieu occidental dont elle finira par rejeter la représentation, expression d'une puissance, d'une potestas, au sens latin du terme, le pouvoir du magistrat, qu'elle transforme en dominé par la nature de l'île. Voilà ce qu'elle dit. Savoir, ne pas savoir, suprême intelligence, se taire, sage par force, à cause du paysage, qui clôt les visages, mate les cœurs, maîtrise les désordres, haute école, enseigne le silence. Bessette, sa langue si proche, à bien des égards, de nos expressions calédoniennes populaires, celles que notre école réduit à du petit nègre, ces fautes de syntaxe que commettent nos élèves, alors même que nos réprimandes institutionnelles trahissent notre ignorance manifeste à l'égard des langues kanaks. Pour rappel, dans le Pacifique, nous avons 1313 langues. Nous en avons 287 en Europe. Nous en avons 2296 en Asie.
Et donc, nous condamnons, ce qu'elle ne fait pas, au contraire, elle enrichit son vocabulaire grâce à ça, nous condamnons donc ces interférences linguistiques entre les langues océaniennes et la langue française, si riches sur le plan de l'imaginaire poétique. Par exemple, ils n'ont ni d'épée que des fers. Dans la veine de l'utilisation argotique comme langue riche du peuple, convoquée si souvent par Céline, ces langues donc déclassées qui errent à l'extrême du limbe linguistique, erreur syntaxique corrigée sévèrement, donne le vers à moi, alors que celui qui juge méconnaît les structures de pensée au cœur de ces modèles syntaxiques condamnés, condamnant de fait un homme dans son droit à parler et penser au nom et dans sa langue maternelle. Le combat peut-être de Bessette dans son activité d'institutrice auprès d'enfants issus des couches populaires. Voilà ce qu'on trouve encore dans la Grande Balade qui, à mon avis, illustre ce que je viens de dire. Pas d'examen, pas d'examinateur, pas de personne décrétée supérieure pour dire au lecteur ce qu'il doit comprendre à tout prix. Qu'il a mal compris, qu'il est ignare, borné, que lui, l'examinateur, il a compris, qu'il n'est ni sot, ni ignare, ni borné, ni obtus, ni puté, que lui a lu la réponse dans les livres, la réponse permise, la réponse dite intelligente. Il tire donc de sa poche un brevet pour prouver son intelligence et sa raison. Le lecteur a trouvé en lui une réponse qui n'est pas celle de l'université. Le lecteur en voyage. Le lecteur est un grand innocent replacé devant le tableau blanc du paysage lumière. Dans certaines langues kanak, l'objet est placé avant le sujet d'énonciation. Le sujet grammatical est second, perdant de droit son autorité souveraine au profit d'un objet premier lieu d'une présence. Cette dimension anthropologique mélanésienne qui destitue le sujet du centre de l'action et inverse l'ordre des pouvoirs et des commandements. Ce n'est plus moi qui commande l'action, mais l'autre de moi, qui est la nature, le groupe, les esprits. Le réel étant alors une communion incessante entre le monde de l'invisible et celui du visible, entre le monde des morts et celui des vivants, entre le monde des animaux et celui des hommes. Cette pensée totémique possédant la force symbolique de la nature et du clan, de l'univers et de l'homme, de la vie et de la mort. Et ben moi je trouve que dans la Grande Balade on retrouve tout ça. Elle s'est beaucoup inspirée de tout ça. Bessette, donc, dans la Grande Balade, ne réduit pas le pouvoir de la langue à un simulacre de signes abscons, de syntaxe approximative. Vous voyez, quand elle dit « lent bateau avance », à de puérils jeux de mots ou d'artificiels jeux de langage face à ce nouveau monde. Cette manière verbeuse, travaillée par les poètes non encore nés, tous au soin de nous faire croire que leur faiblesse de style, c'est pour ça que lent bateau avance, c'est pas une faiblesse de style, faiblesse de style, combinaison abusive de mots, de champs sémantiques, de métaphores éculées, de métonymie hasardeuse, d'oxymores faciles, serait précisément, ce que nous disent ces poètes non nés, la qualité d'un style qui révélerait les indicibles miraculeux à l'œuvre dans la nature et dans leur âme. Ce que Proust dénonce dans la littérature de son maître Bergotte, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà ce que dit Proust. Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait. Et il ajoute après, dès lors, j'admirais moins Bergotte, dont la limpidité me parut de l'insuffisance. Donc, Bessette admet son impuissance à dire, elle admet le caractère de totale étrangeté des paysages et des hommes qu'elle rencontre en Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qu'elle dit. Le ciel au bleu contre nature, ciel monstrueux, dépasse la dose ordinaire de nature, condensée force, poético-philosophique. Vous vous souvenez de ces fameux blocs? Le plus haut poème, de tout ce que la nature universelle peut contenir de beauté, de paroles secrètes et déchirantes. Le cri lamentable de ces arbres contorsionnés par une écriture illisible.
Nature, poème total. Enfin, dit Bessette, l'involonté, la non-domination, la non-puissance. Bessette ne cherche donc plus à plier l'indéchiffrable pour le faire entrer de force dans la boîte d'une langue élaborée, qui ne peut qu'échouer à exprimer ce qu'elle pressent et ce qui la dépasse, même si cet échec partiel peut être caché par la somptuosité d'une langue parfaitement maîtrisée. On pense à celle de Claude Lévi-Strauss, qui a d'ailleurs presque gagné le prix Goncourt pour Triste Tropique, tellement la qualité littéraire était importante, on a considéré que son contenu ethnographique ne valait pas la peine, qu'on lui dessert le prix Goncourt. Donc Bessette, la métropolitaine, la protestante au service involontaire du lobby politique, ramener les populations kanakes dans le droit chemin des intérêts coloniaux, contre l'influence indépendantiste que les communistes commençaient à mettre dans leur tête à l'époque du puissant esprit colonial, nos ancêtres les Gaulois, où la pratique des langues kanakes était proscrite, où la Nouvelle-Calédonie venait tout juste d'abroger le code de l'indigénat, décret du 22 décembre 1945 et du 20 février 1946, loi du 7 avril 1946. Alors, Ismet n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il m'a remis une petite note pour expliquer aussi le contexte politique de la venue des pasteurs à partir de 1946. Donc je vais vous lire la petite note d'Ismet sur la situation historique de l'époque, pour qu'on comprenne bien. Le couple Brabant fait partie de la relève missionnaire qui, entre 1946 et 1947, aura la charge de redresser la situation de l'Église protestante, qui a pâti de la période de la guerre. Donc 3 couples de pasteurs sont concernés, le pasteur Lacheret, donc le papa d'Evelyne, le pasteur Charlemagne et le pasteur Brabant, et 3 demoiselles missionnaires, qui sont des infirmières ou des institutrices, donc mademoiselle Pitet, que très bien connue Nicole et Nicolas Kurtovitch, Madame Beck aussi, et Billy, Madame Roche, qui elle-même mourra dans le naufrage de la Monique en 1952, et Madeleine Feunier, qui est celle, je vous le dirai plus tard, qui va donc tomber amoureuse du pasteur Brabant. Donc vous comprenez ce que ça va pouvoir vouloir dire dans la communauté protestante. Je vous en reparlerai après. Donc ils ont tous pour tâche de développer l'œuvre scolaire et d'éliminer la formation et d'améliorer la formation pastorale du clergé kanak. Cette tâche a pour contexte la fin du pacte colonial et la généralisation de la citoyenneté française avec l'obtention pour les Kanaks des libertés républicaines, y compris le droit électoral, avec tout ce que cela implique. Les 3 pasteurs sont plutôt progressistes et sauront accompagner le désir d'émancipation et de progrès de la majorité des élites traditionnelles, religieuses et modernes kanak. La création d'un parti politique plutôt protestant, l'AICLF, intervient à cet effet en 1947. Les épouses de pasteurs, dont Hélène Bessette, à l'époque Madame Brabant, participent aux réunions en direction des jeunes femmes, ce que d'ailleurs Hélène a bien du mal à faire, et écrit dans la revue de la Mission, Évangélique Sud. Elle accompagne son mari au moins une fois en brousse pour une conférence missionnaire à Doneva et une visite pastorale auprès des pasteurs kanaks. Par contre, donc les pasteurs ont conseillé les élites modernes et traditionnelles et religieuses dans un sens opposé à l'athéisme communiste, mais ont soutenu les revendications sociales et politiques à la libération, car elles étaient le fait des Kanaks eux-mêmes et résultaient également de l'agitation de la gauche calédonienne communiste avec Madame Tunica. Ils ont donc évité qu'un parti d'obédience laïque et communiste n'émerge parmi les Kanaks. Ils, et il parle du pasteur Lacheret, ont aussi appuyé, suscité la candidature de Lenormand en 1951 à la députation parce qu'un candidat communiste calédonien, Fernand Collardo, avait l'intention de se présenter avec l'appui du courant progressiste kanak. Mais Collardo était à La Réunion
où la guerre l'avait bloqué, sa femme étant réunionnaise, et avait fait une carrière politique comme apparentée communiste. Donc c'est aussi dans ce contexte politique que Hélène Bessette arrive en Nouvelle-Calédonie. Donc Hélène Bessette arrive à Nouméa le 14 novembre 1946, dans cette Nouvelle-Calédonie où les Kanaks eux-mêmes étaient décrits dans les formes stéréotypées d'une littérature ethnographique. Ces Kanaks du zoo humain de l'exposition universelle de Paris à Vincennes en 1931, voilà les images, élément indistinct d'une sous-humanité au cœur même du vieux temple à Nouméa. Une société calédonienne de l'époque racialement sélectionnée, hiérarchisée, contrôlée par la structure coloniale, qu'Alain Gerbaud, en 1933, dans un de ses bouquins, Île de beauté, on fera la description sur l'île à Ivaoa, Marquise, voilà ce qu'il dit. Il y avait donc dans ce magnifique et surhumain décor d'Atuona cette indicible tristesse d'une race qui disparaît et qui a perdu tout espoir. Les chants, les danses, tout ce qui était l'essence de leur vie jadis leur avait été interdit. Et privés de toute distraction, ils voyaient dans la fabrication et l'absorption à haute dose de l'alcool de cocotier le seul moyen d'évasion. Donc l'écriture de Bessette se débarrasse de cette prétendue supériorité liée à l'exercice même de la langue du dominant, dont Gerbaud, dans une langue toujours très classique, sans aller jusqu'au dépouillement génial de Bessette, constatait lui aussi sur le plan politique les ravages. Voilà ce que disait Alain Gerbaud. Le gendarme s'approchait de moi, plein de suffisance, pour me décrier cette population indigène que j'estimais, et me vanter la supériorité de son administration. Je pensais tristement que c'était bien de cela dont les îles se mouraient, ce sentiment d'une supériorité imaginaire, qui n'était peut-être au fond qu'un complexe d'infériorité de blancs de basse extraction qui voulait tout diriger dans ces îles et n'accordait à la population indigène aucune responsabilité et aucune initiative. Cet esprit de domination que Bessette évalue comme un des traits caractéristiques de la psychologie de l'homme occidental. Hélène, tombant à genoux devant les paysages calédoniens, traversés, contemplés, admirés, sentis, voilà ce que dit Bessette. Le pays domine, le pays commande. Ces paysages surpuissants qui conduisent un homme à commettre le crime par impuissance à dominer. Je cite encore ici Hélène Bessette, pour tuer, pour dominer, à défaut de continent, dominer les semblables, à défaut du plus fort, dominer à égalité. Pour Bessette, donc, éviter à la langue de réintroduire de la domination par des phrases calibrées, des mots usités, des images robes sur des paysages étrangers, premiers, sauvages, trop de verbes qui s'empresseraient d'unifier les temps, les tempos, les manières du temps, les manières du monde, les manières des hommes, et de distendre le présent continu de l'éblouissement jusqu'à l'éclatement que d'autres verbes, comme des points de suture, viendraient colmater. Le voyageur subjugué, obligé de se taire, d'accepter l'éternelle nature. Pour Bessette, le présent est un flux continu, une jugulaire coupée qui gicle du sang, une artère de la nature coupée, une artère de l'âme ouverte aux quatre vents. Donc, pour Bessette, dans son écriture, se laisser traverser par tout ce que l'âme ne domine pas, tout ce qu'elle ne contrôle pas. Je cite Bessette, inertie réelle, inertie longue, tout entier appartenir au ciel brûlant, union fort, charnelle, saisissante de force et de sensible. On ne peut découper la terre du ciel, ils s'appartiennent. Donc une écriture qui doit tenir compte des liaisons invisibles entre les masses de cette nature indestructible. Cette grande impuissance du langage qui lui offre paradoxalement
sa plasticité. Ce style à la Bessette dans la Grande Balade, cette impuissance de la langue comme puissance de révélation dans des mots goutte à goutte, qui scandent la grande hémorragie du temps dans tous les éléments qui la manifestent. Un style donc goutte à goutte, où le mot seul doit retenir précisément l'eau qui file par tous les bouts. Une goutte mot aurait pu écrire Bessette, comme tous ces mots, ces masses autonomes qu'elle accole souvent d'un trait d'union. Pour Bessette donc, je le rappelle, les mots eux-mêmes ne sont que des manières du monde. Vous vous souvenez ce concept de mode, de manière qu'on peut trouver chez Spinoza ou dans le maniérisme en littérature, qui n'a rien à voir avec un maniérisme au sens premier du terme, mais Jacques en parlera dans sa conférence. Donc du monde, des modes de notre nature particulière, une totalité dont on ne saisit que des instantanés, mais que le langage, le style de Bessette peut en fixer les éclairs sur la pellicule de sa sensibilité exacerbée. Et dans le cas de Bessette, je crois, son corps, 1,50 m, c'est un corps antenne, un corps céphalopode, en tentacules de tout partout, comme des nerfs à vif. Son esprit, céphalopode, son style, tentacule, sa nature de pieuvre. Pour Bessette donc, saisir tout à la fois une masse et la teneur sensible de cette masse. Tout dépend, dit Bessette, de la première vision, du premier contact physique. Par exemple, paysage, qu'elle cite beaucoup. Cette masse aux infinis détails, aux infinies perspectives, aux infinies variations sémantiques et géométriques. On parle d'espace cartésien, on parle d'espace riemanien, on parle d'espace de Hilbert, on parle d'espace géographique, topologique, parcelle d'un pays lui-même, expression d'une forêt, d'une montagne, d'un champ, d'un vallonnement. Donc vous voyez bien qu'est-ce qu'on dit quand on dit paysage, pas grand-chose finalement. Sauf elle saisit ce paysage, c'est-à-dire qu'elle saisit sa détermination physique. Rappelons-le, corps céphalopode que celui de Bessette. Corps d'une femme, d'un bout de femme, 1,50 m. 1,50 m touchant par 1000 radicelles l'élément paysage, pour ne retenir que l'éclair du premier contact, l'instantané, l'absolu, en milliardième de seconde. Ce paysage force, dit-elle, de l'abstrait, passons au concret. Du paysage haut, vous vous souvenez, le voyage sur la mer, toute la première partie de la Grande Balade, au paysage bonheur. Passons au paysage amour. Expression, dit-elle, sensible du changement d'éléments. Adaptation possible aux nouvelles perspectives, à travers l'aventure de l'irréel, l'aventure amour. C'était plutôt celle-ci. Belle photo. Et là, je crois qu'il y a, j'aimais cette hypothèse, des similitudes entre la façon dont Hélène Bessette écrit et la langue chinoise. Je vais vous expliquer. L'écriture de Bessette, presque à la chinoise, outre les homophones qui partagent un même son, mais dont les significations diffèrent, même pictogramme, mais sons différents. Par exemple, ici, le son mou, qui est celui-ci, tout à fait sur la gauche, le son mou signifie tout à la fois arbre et se laver. Donc ce pictogramme signifie tout à la fois arbre et se laver. Alors comment séparer les deux termes qui ont le même son, mou? Eh bien c'est simple, le chinois possède 214 classificateurs. Et par exemple ici, je vais passer, ici, le classificateur qui va donner au mot mou, se laver, au mot mou, ces trois petits chiffres, c'est O. Donc ça va vouloir dire se laver. Ce sont des classificateurs dans la langue chinoise. Donc le premier signifie arbre, et si vous lui ajoutez les trois petits points, ça devient tout d'un coup se laver.
Et ben moi je pense que Hélène Bessette, je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou peut-être est-ce moi qui fantasme, mais je pense que c'est la même chose. Je pense qu'ici, par exemple, le mot paysage eh bien, va s'octroyer dans le langage de Bessette des classificateurs sensibles. Par exemple, force, eau, bonheur, amour. Ou encore continent eau, continent nature. Donc saisir une primauté dans l'ordre qualitatif de ce qui la touche, c'est ce qu'elle dit, puissance de l'image visuelle auditive qui s'impose. Le paysage d'abord comme premier contact puissant, paysage bonheur, ou alors bonheur paysage comme contemplation du paysage entre une sensibilité émotionnelle ou une matière sujette à l'émotion, sans que l'une ne possède sur l'autre un rapport d'antériorité dominant, un finalisme de l'observation, un sens qui marquerait un début et une fin, mais simplement pour Bessette, pourvu de ce corps des instantanéités, exprimer d'abord la première force attractive, la première intensité d'émerveillement, bien que la rencontre entre une sensibilité et une matière sensible soit immédiate, mais à la manière d'une translation géométrique, selon un même vecteur, un glissement de l'un sur l'autre, et vice-versa, paysage-bonheur et le translaté de bonheur-paysage. Ce qui importe toujours dans le style de Bessette, c'est d'exprimer, vous savez, les manières du monde et les manières d'être au monde. Je cite ici Hélène Bessette et on en finira pour la première partie. Et Nicole va bientôt vous lire un extrait de la Grande Balade. Dans l'étrange, on vit grand nécessairement, par nature, sans le vouloir, sans le chercher. Et, je l'ai souligné, c'est la manière grande, au rythme du bleu et du vert. Voilà. Hélène Bessette, La Grande Balade. Comme dans un rêve. Embarquement pour l'étrange. Sud. À mon fils, Patrick. Grand bateau amarré. Double. Départ. Double. Bateau. Double rêve. Double voyage. Double lumière au ciel balancé. Dans l'eau qui se dissout, doublement reflétée. Double bonheur. Bonheur de grand fond. La vie par 15 000 mètres de fond. Transparence et lumière centuplée. Inoubliable. Le grand large. Ce n'est pas une image, c'est du vrai. Le rêve dans la réalité. L'étrange. Cette rupture inattendue dans les vies confectionnées, minutieusement, sournoisement, lamentablement, douloureusement, tragiquement confectionnées. Les vies établies, construites. Soudain, sans l'avoir voulu, hors de la volonté, la rupture de l'étrange. On part, c'est le départ. On va essayer. S'il n'y a pas autre chose, on va tenter le destin, le défier. On va rompre avec l'habituel. On va se décider. Décider. On va forcer la vie à être belle. Belle de force, belle de couleur, belle en lumière, bonheur de force, bonheur à volonté. Voyage vers le rêve, dans le rêve. Voyage réel,
du réel vers l'irréel, dans l'irréel. La vie vient de crever. L'ancre dans l'eau bleue s'est levée. Le navire blanc s'écarte. Juvénile voyageuse, partie sans rien savoir, pour le tour du monde, à la recherche de l'univers, plongée dans l'inconnu, se mêler à des inconnus. Pas de parents, pas d'amis, rupture de famille, rupture de société. Écrire, avec des phrases de papier de soie léger découpées, avec des volutes de fumée, avec l'écume des vagues aux crêtes déroulées, tête baissée, enfoncer le mur de papier de la vie ordinaire, le mur fragile construit volontairement, de l'exiguïté, l'apparence bête de la vie admise, aveugle au petit réel, en partance pour le grand réel. Déchirer le faux pour surprendre le vrai, assassiner le factice, guetter la naissance du vrai, d'heure en heure, d'instant en instant, le grand, le dernier voyage, le voyage désespéré, la quête d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre, à la quête dans les rues du monde. La voyageuse laisse tout. Les voyageurs ont tout laissé. Derrière eux, ils sont les voyageurs du dimanche. Table rase du connu, table rase du permis, sens interdit ouvert, signaux en dérangement. Le bateau vire, s'en va, tourne le dos à la terre. Machine régulière et ronronnante, emporte, éloigne, sépare, retire, déchire, supprime. Changement de proportion, modification des angles, oubli complet, tournant. Le passé se décolore. Désorienté le voyageur, apeuré dans son intérieur, sachant, ne sachant plus. Quand la vie soudain, cette vie si compliquée, ce bric-à-brac d'objets hétéroclites, qui soudain se réduit à une ligne. Tous les rêves, toutes les passions, toutes les douleurs, tous les espoirs, soudain posés sur une ligne. Nouveau paysage, une ligne. Manque de drame, manque de roman, manque d'ordures, manque de décor, manque de mensonges, manque de faux, manque de bluff. La mer, grande fille toute simple. La ligne, paysage pour l'aventure, paysage pour le rêve, rêve linéaire, nouvelle aventure, nouveau rêve. Écrire avec la brise de mer qui souffle à bâbord, fraîche, vive, sitôt dispersée, le léger vent sitôt dissous, la crête écumeuse des vagues sitôt éclaboussée, à l'encre légère, à l'encre lente, voyage lent, livre lent, roman lent, à l'encre fragile des incertitudes échelonnées du monde en monde, la lenteur souveraine, le dépaysement total, la rupture résolue avec le bruit, le bruyant, le rapide, le vite fait, le bâclé, les solutions faciles, grosso modo, grosso ficelle, les solutions cousues de fil blanc, divorce avec la vie à gros points,
à grands pas, à grands traits. Arrêt. Enfin, la lenteur. Où se trouve la bibliothèque de bord, s'il vous plaît? Je vais en profiter pour lire un peu. Lire un peu lentement, tout en rêvant, tout en comprenant, au fil des lignes, au fil des heures, au fil des eaux, au fil des mers, entre deux mondes, entre deux vies. Je passe mon temps entre deux livres, c'est ainsi, et je ne l'aurais jamais pensé avant. Il y a seulement quelques semaines, avant la rupture. Le bonheur du 7e continent, tout fait d'eau, de ciel, de lumière mêlée, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le paradis, personne n'est mort. Ils sont vivants. Personne n'est malade, personne n'est moribond. Des rires, des chants, des danses, des paroles, des conversations, des allées-venues, des occupations, c'est la vie, à bord. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre, c'est la mer. L'immensité liquide mène avec elle une espèce inconnue, une espèce d'homme, ni ciel, ni terre, immensité fluide baignée de silence et de temps. Là, tout reprend sa place. Possibilité de penser, de repenser. Tout est pour tous. La pensée pour tous. Vraie, pas comme promettent les gouvernements, les universités, les écoles. La pensée pour tous. Authentique. La pensée sans argent, qui n'a pas besoin d'argent. La fraîche et reposante pensée, gratuite. Ça ne coûte rien de penser. Pour remplir les heures, la réflexion pour tous, l'intelligence pour tous, le bon sens pour tous, beauté pour tous, école universelle, penchés au bastingage dans l'attente des lumières, non payées, la bonté pour tous, dans les amabilités quotidiennes. Parce qu'on n'a que ça à faire. Parce que c'est une trêve à la terre, à la ville, aux rues, aux maisons, aux campagnes. Trêve de guerre. La curiosité pour tous, la mémoire pour tous. La curiosité des hauteurs verdâtres qui se chevauchent et vivent tout autour. La mémoire des bruits, des formes, des mille bruits, des mille formes. Des gammes non identifiées. Les connexions, les corrections, les rapports, les classements, les égalités, pour tous. Trêve de terreur, trêve de menaces. Rien n'est à craindre, pas de danger, pas de punition, pas de sanction. Voie libre, horizon ouvert, champ découvert, à perte de vue, un chargement d'élus. Une cargaison d'esprit sort de la torpeur. Des hommes assommés s'éveillent. Ils vont trouver seuls ce qu'il faut trouver, sans consulter le dictionnaire, sans suivre de cours, sans mémoriser de nomenclature, retrouver seuls les valeurs, sans école et sans professeur. Les splendeurs non vérifiées par des examens et des certificats, tout en décomptant les poissons volants et les sargasses, tout en devisant à la manière des sages antiques, des sages orientaux, car une phrase peut s'accompagner d'un silence. Inutile de terminer la conversation pour midi. Ils ont le temps. Un trait, un blanc. On peut ne pas se presser. Un trait, un blanc. Le temps n'est pas compté. La production n'est pas exigée.
la lente production de l'esprit. On a largement le temps, en 50 ans de vie, pour dire une phrase intelligente. Et il n'en faut pas plus. Il ne faut pas plus de 50 ans. Il ne faut pas plus d'une phrase. Une seule phrase. Inutile de terminer le livre pour midi. Pas de diplôme en vue, pas de composition, pas de notation. Lire une phrase, s'arrêter, l'oublier, la relire, lire une phrase, s'arrêter, l'oublier. Un trait, un blanc, un trait, un blanc. Le professeur n'entrera pas en transe pour de mauvais élèves. Le professeur ne tuera personne. Il ne tuera pas ses élèves. Un trait, un blanc, un trait, un blanc. 50 ans de vie. Il n'en faut pas plus. Si la phrase est intelligente, 50 ans de vie suffisent pour la bien comprendre. Je ne souhaite qu'une chose, de mourir avec une phrase bien comprise. Merci Hélène.